Ah là 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 là. C'était immense, c'était bon, ça c'était un match exceptionnel, stratosphérique, prodigieux de la part des deux hommes. Franchement, c'est fou ce qu'on vient de vivre. Novak Djokovic, 38 ans, toujours là, il n'a plus rien à prouver. Et pourtant, il continue de nous prouver. Jannik Sinner, numéro 1 mondial. Ah, c'est exceptionnel. Faire ça face à ce Djokovic-là, aujourd'hui, ne pas perdre un set, franchement, c'est fou. On va se prendre le temps d'en parler. On va évidemment avoir un mot sur le Musetti Alcaraz. Mais bouge pas, on va se débriefer ça tout de suite. Bon, avant de commencer, comme d'habitude, j'ai un big smile. Je suis hyper content parce que là, on vient de vivre le match du tournoi, le meilleur match depuis le début de l'année et le meilleur match depuis un bon bout de temps. Très clairement, ça faisait très longtemps que j'avais pas kiffé comme ça devant un match de tennis. Plus de 3 heures de jeu, seulement 3 sets, une intensité folle. Mais avant de faire ce petit débrief, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater parce qu'on va avoir une finale de fou. Demain, on a la finale dames. Dimanche, on a la finale entre le numéro 1 et le numéro 2. On va kiffer. Alors lâche ton like sur la vidéo et c'est parti. On peut y aller. Sinner, 6-4, 7-5, 7-6. Avant de commencer, parce que forcément dans cette vidéo, il y a énormément de choses à se dire. Je vais forcément en oublier. Donc déjà, désolé avant de commencer. Un mot sur Novak Djokovic que jamais je ne sous-estime Novak Djokovic, mais je ne l'attendais pas à ce niveau-là. C'est un bon petit bluffeur, Nolé, très clairement, parce qu'il est très loin d'être à la retraite. On voit qu'en fait, bon, il va gérer sa saison comme il a envie, mais sur les matchs qui comptent, il sera forcément là. Aujourd'hui, c'est clairement le 3e meilleur joueur du monde. Il y a Sinner, il y a Alcaraz. Je pense très sincèrement qu'il y avait un monde entre prendre un set et prendre la victoire. Je pense qu'il forcément, il a eu des balles de set. Il était à rien de prendre un set, mais de là à gagner la partie, je pense que c'était beaucoup trop compliqué. Mais aujourd'hui, très sincèrement, derrière Sinner et Alcaraz, il n'y a personne sur la planète qui pouvait battre ce Djokovic-là. C'était monstrueux, c'était physiquement, tennistiquement, tactiquement. On l'a vu chercher des solutions, on l'a vu se déplacer tellement bien, on l'a vu bien servir. Pas forcément bien relancé, je pense que ça va être un petit peu le hic aussi de l'analyse après quand on va regarder les stats. Mais franchement, quel kiff de voir Djokovic à ce niveau-là face à cette génération qui n'a pas peur de Novak Djokovic. Et c'est ce qui nous offre ce genre d'affrontement parce que tu mets Zverev, Medvedev, Tsitsipas et j'en passe en face de ce Djokovic-là. Et il n'y a pas de match comme en quart de finale face à l'Allemand. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Et après, big respect à Jannik Sinner qui a un mental en titane pour ne pas flancher face à la pression qu'a pu lui mettre Novak Djokovic. Franchement, mais quel plaisir de voir ces deux joueurs-là l'un contre l'autre. C'est énorme. On le sait, Jannik Sinner, c'est un petit peu un Novak Djokovic des temps modernes. Il va plus vite, il frappe plus fort, il change de direction un petit peu comme le Serbe. Voilà, c'est déjà énorme de faire ça à 23 ans. Il est tellement loin de son prime. On va reprendre le match tranquillement avec mes tweets petit à petit. Déjà au début du match, on a un Djokovic qui a oublié qu'il ne jouait plus contre Alexander Zverev. C'était assez marrant, on l'a vu faire 2-3 ronds. Il s'est pris une punition directement par Jannik Sinner qui lui ne laisse pas redescendre la balle et frappe ses coups droits directement dès le début du match. On a aussi un Novak Djokovic qui dès le début a tenté beaucoup d'amortis. Il s'est pris un nombre de punitions. Bref, il a tout de suite changé et on a vu les deux hommes installer une vraie partie de ping-pong. Moi, je voudrais souligner ça aussi. Le fair play de Novak Djokovic n'est pas assez mis en avant et ça dure depuis des années. Franchement, je comprends pas. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Novak Djokovic est un joueur qui salue toujours hyper bien ses adversaires après une victoire comme une défaite et on sait que dans la défaite c'est pas forcément facile. Lui c'est à chaque fois remarquable, à chaque fois qu'il perd il est toujours parfait dans la défaite, ça c'est incroyable et tout au long du match il n'a cessé d'applaudir avec sa raquette pour féliciter son adversaire. Moi franchement je trouve ça fou et je trouve qu'on le met pas assez en avant. Je trouve que c'est hyper dur aussi de dire que Novak Djokovic est un joueur pas fair play ou autre.
il y a énormément de contre-exemples, donc j'avais envie de le souligner encore une fois dans cette vidéo. Ça, c'est le moment le plus important de ce début de match pour moi. On voyait que Djokovic prenait l'eau dans les échanges, on avait une folle intensité, ça devenait très compliqué et donc dès son troisième jeu de service, il s'est fait breaker parce que Jannik Sinner frappait plus fort, Jannik Sinner jouait plus vite, Jannik Sinner changeait de direction très rapidement, plus vite que le Serbe. Il a fait du Djokovic 2011, du Djokovic 2016, 2015-2016, c'était assez exceptionnel. Et la manière qu'a Djokovic de ralentir le jeu et le tempo d'un match quand il en a besoin, c'est du grand art. Jeu de 7 minutes à ce moment-là pour recoller à 4-3, alors qu'il y a eu des balles de 5-2, une balle de 5-2 il me semble. Et là on voit que Djokovic est dans la gestion de l'événement, il prend son temps, il va ramasser, enfin il va pas ramasser balles, il va chercher des balles, il fait rebondir un petit peu plus de temps que les jeux précédents. On sent qu'il a besoin de souffler, mais on a surtout l'impression qu'il est en train de casser le rythme, surtout que Jannik Sinner lui est en train d'activer le mode rouleau compresseur. Et là, on le voit bien que Djokovic, il a cette manière de faire. C'est tout un art. C'est tout un art de maîtriser le tempo d'un match comme ça. Et moi, franchement, je suis admiratif de ça. C'était assez fou. Alors là, on a Guy Forget, que moi j'aime bien en commentaire d'ailleurs. Djokovic, il nous dit Djokovic n'est pas très très loin. J'ai trouvé sincèrement qu'il y avait quand même une très grosse différence entre les deux joueurs, mais ça n'enlève rien à ce qu'était en train de faire Novak Djokovic. Djokovic était en train de faire un match exceptionnel, mais je trouvais que ce soit dans l'impression visuelle ou même dans ce que je pouvais voir techniquement et tactiquement, même physiquement chez les deux joueurs, il y avait un monde et c'est pour ça que je dis que Djokovic aurait pu gagner un set, mais de là à remporter le match, je trouve qu'il y avait vraiment une très grosse différence. Une très grosse différence. Là, franchement, je l'ai déjà dit, mais je le répète, on vient d'assister au meilleur match du tournoi en termes de niveau de jeu. C'est un vrai kiff, très sincèrement. Et puis après, on a eu des regrets, je trouve des regrets dans la deuxième manche pour Djokovic, qui négocie mal plusieurs situations à 0,30, à 15,30. Il gère mal des deuxièmes balles. C'était assez... je pense qu'il aura des regrets. C'est assez dommage pour l'intérêt du match. On a un Sinner qui perd son service à 5-4. Il sert pour la deuxième manche. Et là, que dire? Ça faisait 41 jeux de suite que Novak Djokovic n'avait pas réussi à obtenir de balle de break face à Jannik Sinner. Est-ce qu'on se rend compte ce que c'est comme stat? 41 jeux de suite où le meilleur relanceur de l'histoire, le meilleur joueur de l'histoire, n'a pas su se procurer la moindre balle de break face à Jannik Sinner. C'est fou. C'est fou, je pense que c'est la stat qui m'a le plus choqué depuis des mois. J'avais pas vu cette stat passer, c'est dingue. Et à ce moment-là, Djokovic break Jannik Sinner. Qu'est-ce qui se passe? On a un Jannik Sinner, j'ai pas mis de tweet, enfin j'ai mis c'est stratosphérique, c'est une serpillière Sinner, la façon dont il glisse. Mais sincèrement, Sinner se fait breaker. Et tout de suite, alors que Djokovic mène 40-15, il arrive à en remettre, il arrive à tout de suite réenclencher le God Mode et il va rebreaker Novak Djokovic pour finalement remporter ce deuxième set 7-5. Je ne sais pas si on se rend compte, là encore une fois, la performance mentale de réussir à réactiver le mode. Allez, on se remet tout de suite dedans. C'est pas grave, Djokovic, il était dans une dynamique de fou furieux. Il revient, il me break pour la première fois depuis plus de 40 jeux. Il mène 40-15 et j'arrive à en remettre sans rien montrer. Visuellement, c'est stratosphérique. C'est stratosphérique. Sincèrement, c'est assez fou. La petite blague, on avait vu qu'on pouvait miser sur le medical timeout de Djoko. Bah, la cote, elle passe. C'est assez drôle. J'avais envie de le souligner aussi dans la vidéo. On a une super belle séquence de fair play entre les deux joueurs où Novak Djokovic discute une balle qui est pas très loin du couloir. L'arbitre du Musois, il me semble, le français, descend et est très autoritaire, il dit la balle est faute, Novak, il va se rasseoir sur sa chaise. Et puis on a Sinner qui aurait pu faire le sourd, voilà, laisser Novak Djokovic s'énerver au filet. Il va au filet, il se rapproche du Serbe, il discute, il lui explique apparemment qu'il y a deux traces qui se superposent et que celle-là est celle qui est juste à côté. J'ai trouvé que c'était vraiment d'une maturité assez folle dans un moment assez chaud. J'ai trouvé que c'était vraiment un super moment dans cette partie. On a un Sinner qui est mené 4-5, donc au troisième set. Il est sur son service, il est mené d'abord 0-30, il sort un point de fou. Puis 15-40, Djokovic fait un point de mutant. Et là, il est face au meilleur joueur de l'histoire. Et c'est fou parce qu'à ce moment-là, il va réaliser une fin de jeu plein de sang-froid pour finalement sauver 2 balles de 7, une 3e balle de 7 et finalement réussir à remporter ce jeu. Ça fera 5-5, 6-5, 6-6 et puis là,
on a un Novak Djokovic qui va passer un petit peu à côté de son tie-break. Très clairement, il va rater un match à l'image de sa carrière. Et moi, je trouve que ce tie-break, il est très symbolique de ce que représentent les deux joueurs. On a un Jannik Sinner qui ressemble tellement à Novak Djokovic, mais j'ai l'impression, vraiment, je me répète, et j'ai remis ce tweet pour rigoler parce qu'il avait fait polémique. Je trouve que ce joueur touche la perfection alors qu'il a seulement 23 ans, en s'inspirant très clairement de Novak Djokovic, mais il va même remporter le tie-break décisif face à Novak Djokovic, lui qui a été tellement clutch durant toute sa carrière. On a un Jannik Sinner qui est clutch face au joueur le plus clutch de l'histoire. Et ça, c'est tout simplement fou. Si on regarde quelques stats aussi, après avoir fait le déroulé du match, déjà avant de faire le déroulé du match avec les stats, on a un Sinner qui a su jouer tous les coups à 110, 120, 130% avec une réussite totalement folle. Elles sont où toutes les stats? Montrez-moi toutes les stats, regardez bien. 36 fautes directes, 44 coups gagnants, alors que durant toute la partie, il a joué à un rythme, à une vitesse, en étant proche de sa ligne. Aujourd'hui, Novak Djokovic, je le répète, a fait un match exceptionnel. Il finit à 53 fautes directes, 35 coups gagnants. Mais vu l'intensité du match, ce sont limite des bonnes stats. Il y a quelques petites erreurs sur des moments clés. Et je trouve qu'il a manqué de clutchitude sur des moments un petit peu clés du match. Mais très sincèrement, avoir des stats en positif. 44 coups gagnants, 36 fautes directes pour Jannik Sinner qui joue à ce rythme-là. Mais c'est totalement fou. C'est totalement fou, je n'ai jamais vu ça, ce n'est pas un troll, vraiment, je n'ai jamais vu ça. On a un Sinner qui, encore une fois, est tellement fort au service, et c'est là où Djokovic pourra avoir des regrets. Seulement 51% de premier service, ça, pour un Djokovic qui est tellement fort à la relance, il y a des gros regrets. 80% derrière sa première, pas de souci, ça me choque pas. Mais 63% derrière sa deuxième quand tu passes aussi peu de première, c'est une faute de la part de Novak Djokovic. Pas une faute professionnelle, mais c'est pour moi le hic de son match. 195 km/h en moyenne, 150 seulement en deuxième. Voilà pour moi, là, à ce moment-là, le gros problème de Novak Djokovic. Seulement 37 points gagnés derrière la deuxième. C'est le gros problème. Voilà globalement ce qu'on peut dire. On vient d'assister au meilleur match de ce tournoi, mais j'ai envie d'espérer que la finale sera encore meilleure. Je ne sais pas si c'est envisageable parce qu'on a deux joueurs qui vont être peut-être timorés par l'événement. Première finale à Roland-Garros pour Sinner. C'est un autre match-up. Là, on a deux joueurs qui se ressemblent, qui sont dans la même filière. On va avoir un tout autre match face à Alcaraz. On aura le temps d'en parler dans la preview de la finale. Mais sincèrement, merci messieurs parce qu'on vient de vivre un moment exceptionnel, un niveau de jeu exceptionnel, une tension durant 3h16. On aura pu croire un petit moment que Novak Djokovic pouvait remporter un set. Peut-être certains pouvaient penser qu'il allait en remporter deux ou peut-être même le match. Sincèrement, moi j'ai cru qu'il allait remporter son set, mais à aucun moment j'ai cru qu'il allait remporter ce match parce que j'ai trouvé Jannik Sinner stratosphérique. C'était un match prodigieux et rien que pour ça, merci messieurs, c'était immense. On passe très rapidement au petit résumé de Musetti Alcaraz. Il y a beaucoup moins de choses à dire, très clairement. On a Musetti qui a abandonné et on va faire un lien entre les deux matchs, un tout petit retour en arrière sur Djokovic et Sinner. On a Musetti qui abandonne, emprunté physiquement et on a vu un Djokovic appeler le physio, on a vu un Djokovic aller au bout du bout. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit Alcaraz ou que ce soit Sinner, ces deux joueurs-là vous poussent à aller au bout de vous-même, à aller au bout de vos forces, très clairement. C'est impressionnant ce que physiquement, ils sont capables de vous demander. On a vu un Musetti au bout du bout, très clairement, à la fin du deuxième, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Il a réalisé deux très bons premiers sets. Il a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec Carlos Alcaraz en demi-finale de Roland-Garros sur 2 sets. Mais après, ça devenait trop compliqué. Physiquement, tout ce que demandait Carlos Alcaraz était d'un niveau supérieur. Et puis finalement, il encaisse 8 jeux avant d'abandonner. Ce qu'on peut noter, encore une fois, pareil, c'est que Alcaraz n'a pas forcément été bon au service. Seulement 58% de première balle. On a un match qui s'est joué avec le toit fermé. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi ça s'est joué avec le toit fermé. Il n'a pas plu, même s'il y a des prévisions comme quoi il va pleuvoir. Bah, il faut laisser le toit ouvert. Donc ça, c'est une petite erreur, je pense, de la part de l'organisation. Et puis après, on va regarder au premier set, parce que c'est le premier set qui m'a le plus intéressé. 41% seulement de premier service pour Alcaraz. C'était le gros X. C'est ce qui a fait que Musetti aussi a pu exister dans ce set. Mais surtout, on a deux joueurs qui ont fait
énormément d'erreurs. 12 fautes directes, 16 fautes directes ici et seulement 14 coups gagnants à 2. On voyait qu'il y avait des échanges, mais que Carlos Alcaraz, très clairement, n'était pas rentré dans sa partie. Il y avait des choix qui étaient compliqués. Et ça, Musetti, lui, on ne va pas lui enlever de crédit. Il a su en profiter. Il a su tirer profit des erreurs de Carlos Alcaraz. J'ai trouvé qu'il avait une très bonne tolérance à l'échange, de par ses variations, de par le changement de ses trajectoires, à commencer par le retour où il a réussi à mettre énormément de volume. Il a proposé des balles différentes par rapport à Tommy Paul en quart de finale, où clairement Tommy Paul était un lance-balle pour Carlos Alcaraz. Il n'avait juste qu'à s'appuyer et à diriger le jeu. Là, on a un Musetti qui a su quand même travailler les balles, slicer, arrondir, frapper très fort avec son coup droit. À partir du moment où Carlos Alcaraz s'est libéré dans la fin du deuxième set, et ce que je veux noter, c'est que encore une fois, on ressent la clutchitude de Carlos Alcaraz qui fait lui aussi un tie-break parfait. À partir du tie-break, Carlos Alcaraz a été injouable. Il s'est libéré et a pu jouer son tennis, j'ai envie de dire. Et à partir de ce moment-là, on a tous senti que ce serait impossible pour Lorenzo Musetti, qui reste un cran en dessous ces joueurs-là, que ce soit Alcaraz, que ce soit Yannick Sinner, et je pense, après avoir vu le match de Djokovic, un cran en dessous, Novak Djokovic. On vient de vivre deux très belles demi-finales, mais surtout une magnifique entre Sinner et Djokovic. Il y avait beaucoup de choses à se dire. Forcément, j'ai oublié d'en dire. N'hésitez pas à me les rappeler en commentaire. Vous, ce qui vous a marqué par-dessus tout. Moi, en tout cas, je retiens que le tennis ressort grandi de ces 4 acteurs-là, avec 4 jeux différents, des styles différents. Et puis, on va se régaler. On va avoir deux très belles finales. Chez les filles, la numéro 1 contre la numéro 2. Chez les hommes, le numéro 1 contre le numéro 2. On va tout simplement kiffer. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Lâche ton meilleur like sur cette vidéo. Et on arrive au bout. Moi je te dis à très vite.